La guerre d'Espagne a laissé des traces importantes en Espagne bien sûr, mais en France aussi, parce que d'abord il y a une proximité géographique, et parce qu'il y a eu des mobilisations importantes dans les deux sens, des Espagnols qui ont immigré en France, mais aussi en France avec des mouvements de solidarité qui ont pu prendre des formes différentes. Il y a des formes de solidarité les plus connues, sans doute, les brigades internationales, c'est-à-dire tout un système de volontaires qui sont venus combattre en Espagne directement. Et donc ça, c'est évidemment un volet très important, et la France y a joué un rôle de tout premier plan, même si ça avait un écho plus large. Mais il y a aussi tout un volet de solidarité auquel on pense parfois moins, mais qui a été très important, qui a touché aussi au plus près beaucoup de personnes en France, qui a constitué dans des actions de collecte, de solidarité, d'argent, de formes, de gestes divers et variés, pour aider les républicains, mais depuis la France. Alors, il y a eu plusieurs instances qui ont organisé ces actions de solidarité. C'est vrai du Parti communiste, c'est vrai aussi de ce qu'on appelle les organisations de masse, c'est-à-dire des organisations qui sont liées au Parti communiste français, mais qui ne sont pas composées que de militants du Parti communiste. Alors c'est vrai par exemple des organisations de jeunesse, l'Union des jeunes filles de France par exemple, qui est créée en 1936, qui est dirigée par Daniel Casanova. L'Union des jeunes filles de France, elle organise des grandes collectes, ce qu'on appelle à l'époque des boîtes de lait, pour aider les républicains espagnols. Mais s'il y a une organisation qui est plus spécialisée dans l'aide et dans la solidarité, c'est le Secours Rouge à l'époque. Et donc, le Secours Rouge a joué un rôle très important de solidarité en direction des républicains espagnols. La mémoire de ces actions de solidarité, évidemment, a été assez différente selon qu'on considère les brigades internationales ou le Secours Rouge. Les brigades internationales, ça a été une mémoire vive et déchirée, si je puis dire, c'est-à-dire avec des souvenirs et une manière d'envisager ce moment et cette action de solidarité avec des points de vue très différents, du fait aussi que ça s'est mal terminé et du fait des divisions, des distorsions qui pouvaient exister à l'intérieur même de ce grand élan de solidarité. La question espagnole n'est pas nouvelle pour le Secours Rouge international, l'organisation chargée au sein du mouvement communiste international de lutter contre la répression. Dès 1924, c'est-à-dire un an seulement après la création du Secours Rouge en France, le Secours Rouge organise une première campagne de solidarité avec les emprisonnés politiques en Espagne qui sont victimes de la dictature de Primo de Rivera. La République est instaurée en 1931 en Espagne après une longue période de dictature, mais malgré l'instauration de la République, le pays est traversé par de nombreux conflits sociaux, parfois très violents, comme en 1934 dans les Asturies, qui entraînent une répression importante. C'est notamment un certain général Franco qui mate la révolte des Asturies, mais en tant que général de l'armée républicaine espagnole. À l'automne 1934, le Secours Rouge lance une vaste campagne de solidarité avec les emprisonnés et les militants ouvriers espagnols qui se sont soulevés notamment dans les Asturies et qui font face à une brutale répression. Donc à ce moment-là, le Secours Rouge est à l'initiative d'une grande campagne et met en place tout un dispositif, des formes d'action et mobilise un réseau militant qui seront réactivés quelques mois plus tard au moment du déclenchement de la guerre d'Espagne en 1936. En Allemagne, en 1933, Hitler arrive au pouvoir. À partir de ce moment-là, il y a une grande réflexion parmi les communistes et se dessine un tournant, qui est le tournant dit du Front populaire. Il s'accélère notamment en France après les manifestations fascisantes du 6 février 1934. Et la première réalisation électorale du Front populaire, c'est en Espagne qu'elle va se tenter en février 1936 avec la victoire aux élections de ce grand rassemblement, le Frente Popular, le Front populaire, donc un petit peu avant l'expérience française. Alors après la victoire du Frente Popular, évidemment dans l'armée, il y a des réactions assez variées. Notamment, un certain nombre de généraux sont particulièrement hostiles à la République déjà, mais encore plus au Frente Popular. Souvent ce sont des généraux qui ont été liés aux actions de répression au Maroc lorsque les Rifins se sont révoltés, et qui, étant tenus en suspicion, ont souvent été installés en poste en marge, donc dans les îles, aux Canaries ou aux Baléares. Et donc évidemment, il y a cette figure de Franco qui, effectivement, en juillet 1936, lance les opérations qui veulent pour lui aboutir à une prise de pouvoir qui n'aboutit pas, mais qui va se transformer en une guerre civile terrible.
Juste après le coup d'État franquiste en Espagne, ou plutôt la tentative de coup d'État franquiste, qui débouche sur une guerre civile, l'Internationale communiste met en œuvre la solidarité à travers le Secours Rouge, qui s'appelait le Secours Rouge International, qui désormais en France s'appelle le Secours Rouge de France et des colonies, et qui reste connu jusqu'à aujourd'hui sous l'appellation de Secours Populaire. C'est cette association qui va prendre en main l'immense élan de solidarité par l'envoi de matériel, de vivres, de médicaments, de couvertures et de récolte d'argent auprès des populations de France. Dès le début du coup d'État, les communistes français constatent une mobilisation, notamment dans l'immigration antifasciste de leur pays, de départs spontanés, de volontaires pour se rendre en Espagne. Et Maurice Thorez et le Parti communiste français vont prendre acte et plaider auprès du Comintern, de la direction de l'Internationale communiste à Moscou, la création d'un corps de volontaires combattants internationaux pour se rendre en Espagne. Donc la création par le Comintern, qui étudie et accepte cette proposition du PCF, va avoir lieu le 19 septembre 1936, où il est dit que les partis communistes doivent procéder dans tous les pays au recrutement d'ouvriers ayant une expérience militaire afin de les envoyer en Espagne. Donc cela se fait dans un contexte où le Comintern est pris d'une part entre la politique de non-intervention des puissances occidentales, notamment de l'Angleterre et de la France, et puis d'autre part d'un très fort mouvement de solidarité avec l'Espagne républicaine dans un certain nombre de pays. Donc il ne s'agit pas d'une demande du gouvernement espagnol, mais d'un mouvement des périphéries de l'Internationale communiste vers le centre, qui les accepte, qui les valide et qui les organise sous le contrôle du comité central du Parti communiste français. Et les brigades internationales sont officiellement intégrées à l'armée républicaine espagnole par décret le 22 octobre 1936. Pour combattre, non pas aux côtés du Parti communiste espagnol, mais aux côtés du gouvernement légitime républicain. La différence est importante. Lorsqu'on ne vient pas par le biais des brigades internationales, c'est-à-dire par les officines du Parti communiste ou par les organisations de masse en Europe ou en Amérique du Nord, peu importe, par les filières communistes vers l'Espagne, on arrive à Barcelone, par le train, ou par le car, peu importe, à pied, en tout cas on arrive à Barcelone. Lorsque on arrive à la gare de France à Barcelone, qu'est-ce qu'on voit? Et ça, tous les témoignages sont unanimes là-dessus. On voit sur le quai de la gare des gens avec des grands panneaux, sur lesquels est marqué POUM, CNT, communiste, socialiste, voilà. Et ça se passe au petit bonheur. Et j'ai eu la chance à Amsterdam, aux archives de la CNT-FAI, de retrouver le journal d'un milicien français, trop âgé pour le front et dont le rôle est d'accueillir les nouveaux arrivants francophones. Et dans son journal, il se plaint que tel Dupoum lui a volé ses volontaires pendant qu'il était aux toilettes, lui dit qu'il avait fait monter 10 personnes et puis qu'il s'est aperçu que dedans il y en avait 3 qui étaient finalement des escrocs, des voleurs ou quoi que ce soit. Ça se passe comme ça. Il y a un véritable hasard dans les destinations. Pourquoi ? Parce que la plupart des volontaires, jusqu'à une date très avancée, ne se sont jamais posé la question de ce qu'il pouvait y avoir au-delà de l'antifascisme. C'est-à-dire que la démarche première, c'est avant tout combattre le fascisme. Éventuellement, on peut retrouver parmi cette grande masse de volontaires avant tout antifascistes, des militants internationalistes rompus, qui sont pour la plupart d'entre eux d'ailleurs des globetrotters, des vrais militants de l'exil antifasciste, des gens chassés d'Allemagne, d'Italie, des gens qui ont fui les persécutions soviétiques, des immigrés de Suisse rejetés plusieurs fois et qui trouvent en Espagne un havre de paix, et ce havre de paix, il faut le défendre, le fusil à la main. Mais ça, c'est une petite partie des volontaires. Celles et ceux qui ont rejoint l'Espagne dans la démarche de participer à une expérience révolutionnaire au sens strict du terme, c'est-à-dire le point de départ d'une révolution mondiale. Grosso modo, le discours du POUM ou des organismes révolutionnaires les plus avancés. Venez en Espagne pour la révolution mondiale. Mais ce discours-là, il s'est retrouvé tout à fait inversé dans l'historiographie. C'est-à-dire qu'à partir, notamment des années 60, on a assisté à la multiplication des témoignages de militants révolutionnaires, de mémoires de révolutionnaires, qui ont semblé montrer justement dans l'Espagne un désir avant tout de changer la société. Si on ne peut pas résumer le volontariat international vers l'Espagne simplement à sa dimension internationaliste, c'est parce que avant
d'y trouver des raisons de classe, on y trouve des intérêts bien plus absolus, qui sont ceux de la compréhension qu'il se passe en Espagne, la bataille à ne pas manquer pour la sauvegarde de la liberté et de la démocratie. Et ça se retrouve, y compris d'ailleurs, dans le discours de militants anarchistes qui rejoignent l'Espagne, dans lequel la participation aux épisodes révolutionnaires en Catalogne et en Aragon est plutôt une divine surprise que la raison exacte pour laquelle ils sont partis en Espagne. Donc la démarche politique, la démarche des militants de l'arrière, elle est en fait tout à fait minoritaire. On la retrouve, elle existe réellement, mais elle est très minoritaire par rapport à la dynamique globale qui fait que de La Havane jusqu'à Liverpool et de Copenhague jusqu'à Rome, on est parti en Espagne pour aider l'Espagne et pour combattre le fascisme avant tout. La création des brigades internationales s'effectue de manière progressive. L'historiographie récente a montré l'importance de la place des communistes français et de Maurice Thorez à leur tête dans cette création. Les brigades internationales ont aussi un rôle symbolique et politique très fort. Cette colonne internationale dont on parle au début doit incarner non pas une création de l'internationale communiste, mais un élan spontané de type Front populaire, et bien entendu incarner aux yeux du peuple espagnol et de l'opinion publique internationale la solidarité internationaliste en actes. La solidarité internationale joue un rôle très important dans le soutien à la population espagnole. Par exemple, pour la France, on parle de plusieurs milliers de tonnes de produits qui sont collectés, qu'il s'agisse de nourriture, de blé, de lait, de farine, de stylos pour les enfants. On peut parler aussi des vêtements qui sont même tricotés par les militants eux-mêmes, et en particulier par les femmes, qui envoient des milliers de colis de vêtements à destination des Espagnols et notamment des combattants qui sont sur le front. Pour vous donner aussi un aperçu de l'importance matérielle de cette solidarité, c'est plusieurs navires, des bateaux entiers qui sont remplis de vivres qui partent en Espagne. Ce sont aussi plusieurs caravanes de camions composés de plusieurs dizaines de camions qui sont chargés de vivres pour l'Espagne. Les militants communistes sont en permanence invités et incités à participer aux souscriptions et aux collectes. Et ce sont tout particulièrement les jeunes, donc les militants de la jeunesse communiste, et les femmes, qui sont organisées au sein du Comité mondial des femmes, qui est une organisation également du conglomérat communiste. Les femmes qui sont donc en première ligne pour la collecte. Pour donner une mesure quantitative, sur certaines journées nationales de collecte, on est sur une base de plusieurs dizaines de milliers de collecteurs qui sont répartis dans tout le territoire français pour organiser la collecte. La France est véritablement la plaque tournante du recrutement et de l'acheminement des volontaires vers l'Espagne républicaine. D'abord de par sa situation géographique, ensuite par la présence d'une très importante immigration antifasciste d'Italie, d'Allemagne par exemple, mais aussi des pays de l'Est, par la puissance et l'influence de son parti communiste et de sa connaissance de la situation espagnole qui remonte à quelques années auparavant. Toutes ces conditions en faisaient le lieu idéal. Ce sont près de 10 000 volontaires français qui vont se rendre en Espagne sur environ 32 000 brigadistes au total. La France est le pays de provenance de plus de la moitié des étrangers combattants en Espagne. Donc, au départ, ce recrutement s'opère sur des critères qualitatifs, notamment sur l'expérience militaire que peuvent posséder ces volontaires. Et puis, très vite, cette ligne de recrutement va évoluer pour permettre un recrutement beaucoup plus large. Et c'est lié également à la dimension politique des brigades internationales, car ces brigades internationales doivent incarner l'idée d'un front populaire mondial qui se mobilise pour l'Espagne républicaine. Donc, on va procéder au recrutement de volontaires non communistes. Plus de la moitié, on parle d'environ 58% de ces volontaires français, sont communistes,
une écrasante majorité sont des militants, par ailleurs, syndicaux, socialistes, etc. Et parmi les militants communistes, plus de la moitié font partie de ce que l'on appelle la génération Front Populaire, donc ces militants qui sont pénétrés de la ligne stratégique de l'époque, c'est-à-dire l'union du patriotisme et de l'internationalisme et l'antifascisme comme ciment. Ces volontaires français, ils ont une moyenne d'âge de 30 ans, je cite les chiffres de l'historien Rémi Skoutelski qui a fait un travail remarquable dessus, et même si la tranche d'âge des 26-34 ans est la plus représentée, près de 500 d'entre eux ont participé à la Grande Guerre et ont donc cette expérience terrible du feu. Bien entendu, le Parti communiste français va se retrouver confronté à une forme de contradiction. D'une part, il doit et il veut mobiliser à fond ses effectifs pour la solidarité avec l'Espagne. De l'autre côté, il est devenu un parti de masse, dont le besoin en cadres, en militants formés pour encadrer la grande masse des nouveaux arrivants, est urgent et immense. Mais pour autant, on constate que le Parti communiste n'hésite pas à dépêcher en Espagne des cadres de valeur, des secrétaires régionaux comme par exemple Maurice Lampe, qui se trouve être le secrétaire régional d'une région très importante pour le Parti communiste, puisqu'il était dirigeant de ce que l'on appelait la région Paris-Ville, et Maurice Lampe va passer plusieurs mois, plusieurs années sur le sol espagnol. Par ailleurs, n'oublions pas non plus que l'expérience espagnole peut être un révélateur de cadre pour le Parti communiste. Et je pense notamment à l'un des plus célèbres, je pense à Auguste Lecoeur, qui est un militant surtout syndical du Pas-de-Calais, qui est envoyé en Espagne, qui s'illustre sur un point de vue politique mais aussi militaire par son courage physique en première ligne et qui est rappelé en 1937 pour prendre la tête de la région Pas-de-Calais du Parti communiste. André Marty, en juillet 1936, c'est avant tout un personnage majeur du Parti communiste français. C'est un des 72 députés du Parti communiste. Il est également conseiller municipal de Paris. Mais il siège également à la direction du Parti communiste français et au secrétariat du Comintern. C'est un personnage de premier plan. Personnage transnational, puisqu'au sein du mouvement communiste, il incarne à la fois le parti le plus puissant, Parti communiste français, et de par son autorité cominternienne, il est véritablement sur une double autorité. Cette autorité, elle est d'ailleurs triple, puisque derrière le personnage d'André Marty, il y a également la figure de l'ancien mutin de la mer Noire. Depuis cet épisode directement lié à la mythologie de la Révolution russe et de la guerre civile, qui a fait d'André Marty un représentant, peut-être l'incarnation, le visage de l'internationalisme, de cette solidarité des peuples avec la Révolution russe. Lorsqu'il arrive en Espagne, il est donc investi d'une autorité qu'il doit avant tout à ses responsabilités et fonctions, et également par un discours élaboré depuis longtemps autour de sa figure, autour de sa dimension internationaliste. La figure d'André Marty, qui est notamment utilisée et mise à contribution lors de la création du réseau de la grande organisation transnationale qui est le Secours Rouge International, dont André Marty est le premier visage. Lorsque débute la guerre en Espagne, on assiste à une sorte de répartition des rôles entre le Parti communiste et le Secours Rouge, qui devient d'ailleurs durant l'année 1936 le Secours populaire de France et des colonies, puisque le Parti communiste s'occupe de l'action, on va dire, politique et militaire de solidarité et de soutien à la République espagnole, tandis que le Secours populaire est chargé d'organiser vraiment la solidarité matérielle avec les populations, la population d'Espagne, dans une perspective que l'on pourrait qualifier d'humanitaire. Dès les premiers jours du déclenchement du conflit, le Secours Rouge de France prend l'initiative de constituer une commission de solidarité du Rassemblement populaire pour l'Espagne républicaine, qui est placé sous l'égide du Front populaire, donc qui sera animé par le Secours Rouge et le Secours populaire, mais qui donne un cadre unitaire à l'action de solidarité avec les républicains espagnols.
André Marty, à l'été 1936, il est en Espagne en tant que délégué du Rassemblement populaire, de la coalition de France, qui a permis donc la victoire du Front populaire, pour témoigner en France de ce qu'il se passe en Espagne. Mais très rapidement, il va rester à Madrid, il va rester auprès du Parti communiste espagnol, et il va être mis à contribution par sa connaissance évidemment du monde hispanique. André Marty est un Catalan de France, il est bilingue français-espagnol et très probablement catalan. C'est donc la bonne personne à tout point de vue pour accompagner le Parti communiste à Madrid. C'est André Marty qui se retrouve propulsé à la tête de ce projet de la constitution d'une colonne internationale qui se constituera en Espagne. Marty est donc la bonne personne pour incarner à la fois de par ses casquettes, ses multiples autorités, et par sa figure, donner du corps, donner à ce projet de colonne internationale une personnification. Cette colonne internationale, très rapidement, elle est dépassée par son succès et elle se transforme très rapidement en brigade internationale, en plusieurs brigades internationales, quelque chose qui n'était absolument pas prévu dans le dispositif initial. André Marty se retrouve donc à la tête d'un projet extrêmement ambitieux, d'une armée privée, très indépendante du gouvernement républicain, mais faisant partie de l'armée républicaine. Et André Marty est en Espagne, le personnage incarnant le Comintern. Mais il n'est pas le représentant, le chargé de mission du Comintern en Espagne. Ce rôle-là est confié à un personnage bien plus obscur, peu connu d'ailleurs, Stepanov, dit Moreno, qui est le véritable œil de Moscou, le véritable représentant du Comintern en Espagne, auprès duquel Marty doit rendre compte. Cependant, Marty est investi d'une autorité colossale, considérable, sans avoir aucune fonction officielle, ni aucun mandat. C'est donc de manière tout à fait empirique que Marty va mettre en place ce projet formidable de brigade internationale. Très rapidement, lorsque le projet prend de l'envergure, on lui associe un personnage qui est arrivé là un peu par hasard, lui aussi envoyé d'ailleurs en Espagne auprès du Parti communiste catalan. Il a été envoyé à Barcelone, il s'agit de l'italien Luigi Longo, dit Gallo, qui est un personnage de premier plan du communisme italien, qui a été longtemps chargé des jeunesses italiennes, et qui est un cadre du Comintern, mais de rang secondaire par rapport à Marty. Luigi Longo reçoit la fonction de commissaire politique pour aller vite des brigades internationales. Donc, lui dispose d'un mandat, lui dispose d'une fonction dont d'ailleurs Luigi Longo se tirera avec mérite et respect. Luigi Longo ne sera jamais inquiété à la tête du commissariat politique des brigades internationales, et il faut reconnaître son caractère, sa diplomatie et un certain nombre de qualités tout à fait inverses de celles d'André Marty. André Marty à la tête des brigades internationales, c'est très rapidement un personnage qui fera montre de ses qualités, mais également de ses défauts, d'un homme colérique, d'un homme qui se révèle extrêmement violent, en tout cas en parole, et qui participera à un certain nombre de choses qui sont évidemment tout à fait dommageables à l'image des brigades internationales, au point d'ailleurs que André Marty sera évincé de la tête des brigades internationales au printemps 1937, parce qu'il s'est mis tout le monde à dos. Il s'est mis la plupart des cadres des brigades internationales à dos. Maurice Thorez ne veut plus entendre parler de lui en Espagne, le Parti communiste espagnol non plus, et le gouvernement républicain non plus. Le Comintern n'a pas d'autre choix que de remplacer André Marty, qui ne sera d'ailleurs jamais remplacé par une seule personne, mais par un triumvirat qui pendant 1 an va assurer l'intérim de la direction des brigades internationales. Les militants et les militantes partent en Espagne, alors certains pour combattre avec les brigades internationales, mais aussi d'autres, et notamment des femmes, qui intègrent les services sanitaires et l'état-major des brigades internationales. Et on a également de multiples délégations de cadres et de dirigeants du Secours Rouge puis du Secours Populaire qui se rendent en Espagne, d'une part pour témoigner de leur solidarité, mais aussi pour convoyer l'argent, pour convoyer les vivres, le matériel qui est envoyé à la population espagnole, et également pour évaluer sur place les besoins. D'autre part, il s'agit pour le Secours Populaire d'informer la population sur ce qui se passe en Espagne, mais aussi de la mobiliser à travers l'organisation de centaines de réunions publiques et de meetings sur l'ensemble du territoire, et on assiste également à l'organisation de grands rassemblements de masse, des grands rassemblements populaires en soutien à l'Espagne. Le Secours populaire essaye également de faire pression sur le gouvernement et sur les instances diplomatiques internationales
pour les inciter à agir aux côtés de la population espagnole et aux côtés de l'Espagne républicaine. Mais l'œuvre la plus importante du Secours populaire vis-à-vis de la population espagnole concerne la solidarité matérielle qui est mise à l'œuvre, puisque dès les premiers jours du conflit, la commission de solidarité du Rassemblement populaire met en place une grande souscription nationale qui récoltera plusieurs millions de francs à l'époque, ce qui est considérable, et l'ensemble de la période est rythmé par un certain nombre de journées nationales ou de semaines nationales d'action et de collecte, lors desquelles le Secours populaire et ses militants organisent de grandes collectes, comme le montre d'ailleurs le film d'Henri Cartier-Bresson, L'Espagne vivra, dans lequel on peut voir les militants à l'œuvre dans la rue, à la sortie des réunions publiques, en train de demander l'obol à la population, ou dans les campagnes, lorsque les paysans sont invités à donner du blé pour aider la population espagnole. Ensuite, l'ensemble des vivres qui sont collectés sont transportés par bateau ou par des caravanes de camions jusqu'en Espagne. Dans tout notre pays, les quêteurs du Secours populaire ramassent des gros sous pour les enfants d'Espagne, comme ils en ramassent aussi pour l'enfance malheureuse de notre pays, pour les victimes de la répression, pour les grévistes. Voici une camionnette du Secours populaire devant les usines Citroën. Ces militants savent que pour être efficace, un effort de solidarité doit être continu. Une semaine sans lait de France et des milliers d'enfants espagnols sont menacés de mort. On collecte aussi des vêtements, des conserves, du tabac. En 1938, le Secours populaire de France a pu envoyer en Espagne plus de 4 millions de tonnes de vivres et de vêtements. Le Secours populaire a, depuis le début de la guerre, collecté environ 20 millions de francs. Il est indéniable que des femmes, des Espagnols, se sont jointes naturellement, le plus souvent parce que militantes, et que, étant habituées à évoluer parmi les hommes et étant habituées à ce climat paramilitaire qui a présidé aux premières années précédant le coup d'État pronunciamiento de 1936, leur présence aux côtés de leurs camarades dans toutes les grandes villes d'Espagne a semblé suggérer aux autres jeunes femmes espagnoles qu'il pouvait y avoir des femmes également qui participent au combat. Et le fait est indéniable. Le fait est indéniable, on retrouve ces présences féminines sur la plupart des fronts, pas sur tous. Les milices ont accepté des femmes. En réalité, on s'aperçoit que tout de suite, on les a reléguées à des fonctions qui étaient la plupart du temps pas combattantes. C'est-à-dire qu'on a préféré notamment montrer en photographie des femmes portant un fusil. Mais ces femmes portant fusil n'étaient pas forcément les mêmes que celles que l'on retrouve au front. J'ai été frappé par exemple de voir que dans certaines milices, notamment dans les milices communistes, on retrouvait un très grand nombre de femmes dont le sexe d'ailleurs n'était pas précisé dans les effectifs. C'est-à-dire que je ne pouvais moi les identifier que par rapport à leur prénom qui a priori, distinguait des femmes d'hommes. Et à contrario, dans d'autres formations, j'ai constaté que ces femmes étaient précisées en tant que telles dans les effectifs et qu'on les considérait non pas comme des combattantes, mais comme des femmes associées à la formation de combat. Dès septembre 1936, il est précisé que la nouvelle armée républicaine ne comprendra pas de femmes. On accuse souvent les communistes d'être à l'origine de l'éviction des femmes des forces armées. Je préfère y voir, pour ma part, le soutien du Parti communiste dans le désarmement des femmes. Et c'est pas tout à fait la même chose. En septembre 1936, lorsque justement cette nouvelle armée régulière, qui fait suite à la dissolution de l'armée rebelle, donc le gouvernement républicain, d'une manière un peu naïve, décide de supprimer son armée, l'armée qui vient de se rebeller, et d'en créer une nouvelle. Façon de conjurer finalement le militarisme ancien pour créer une armée qui soit en correspondance avec ce que l'on peut attendre d'une armée du peuple, d'une armée populaire. L'assignation traditionnelle des femmes, pour rester sur les volontaires étrangères, il est très généralement dans les rôles ancillaires, c'est-à-dire de soutien, de logistique et sanitaire. Sanitaire, de plus en plus on va rechercher des spécialistes. C'est d'ailleurs une question très intéressante. C'est par ce biais-là que j'ai pu, au travers du genre, renouveler ou interroger de manière tout à fait différente le volontariat international en lui-même. Sur la question suivante, on recherche des femmes spécialistes et on va même publier
à l'étranger des appels à recrutement pour être volontaire en Espagne, s'adressant notamment à des femmes spécialistes. Il est intéressant de voir que c'est l'exact inverse qui s'applique aux hommes, c'est-à-dire qu'on obtient surtout des non-spécialistes. L'homme volontaire, on ne lui demande pas, évidemment c'est mieux s'il a fait son service militaire, mais la plupart des volontaires étrangers n'ayant pas fait de service militaire et n'ayant aucune expérience dans les affaires militaires, ma foi, on en fait tout de même des soldats. Pour les femmes qui se présentent comme volontaires, on leur demande d'être spécialisées dans quelque chose. Et comme on n'en a pas assez, on va chercher, susciter des vocations parmi elles, notamment dans les hôpitaux et les dispensaires d'Europe et des États-Unis. Et on crée d'ailleurs des vocations à ce propos. Donc ça marque bien une frontière, une dichotomie qui s'est opérée dans la question du volontariat. Ces femmes qui, pour la plupart d'entre elles, accompagnent quelqu'un. Il y a des femmes volontaires parties seules ou parties avant le compagnon, le mari. Elles sont, d'après en tout cas mes recherches, plutôt l'exception que l'inverse. En tout cas, pour ces engagements de couple qui motivent et qui justifient et qui expliquent la présence de tant de femmes étrangères en Espagne, dans notamment les unités en opération au front, il s'agit moins d'un accompagnement que d'un projet décidé ensemble, et la distribution ou le choix des affectations en Espagne se fait sur les propositions reçues. Dans le cas des brigades internationales, il y a un certain flottement au début. Ce flottement, il est très rapidement réduit à néant par l'intervention phallocrate et misogyne d'André Marty, qui très rapidement décide qu'il n'y aura plus de femmes dans la base des brigades internationales, sauf des exceptions dûment répertoriées et contrôlées. En réalité, le désir de prise d'armes, je l'ai retrouvé de la façon la plus forte parmi des volontaires femmes des brigades internationales qui, arrivées à Albacete, apprennent à ce moment-là qu'elles ne pourront pas rejoindre les unités de ligne, ni en tant que combattantes, ni en tant qu'infirmières de front, ce qui pour elles est quelque chose qui est injustifiable et qui va à l'encontre des risques qu'elles ont pris pour traverser parfois toute l'Europe pour rejoindre l'Espagne. Et donc l'accompagnement vers l'arrière est parfois extrêmement douloureux pour ces femmes, la discipline de parti s'imposant la plupart du temps naturellement. C'est pour ça qu'il faut plutôt parler d'un désarmement des femmes institutionnel, qui n'a pas grand-chose à voir avec le Parti communiste, avec une éviction des femmes des brigades internationales qui a tout à voir avec la personnalité d'André Marty et qui n'aurait d'ailleurs jamais atteint les sommités de misogynie, notamment de misogynie administrative dans les brigades internationales, si André Marty n'avait pas été à la tête de ces mêmes formations. Les femmes sont gommées de leur présence au sein de ce grand mouvement de volontariat international. Et ce gommage, il devient complet, total, au moment de l'écriture de l'histoire des brigades internationales, où les femmes n'ont immédiatement pas leur place. Femmes oubliées dans la mémoire des brigades internationales notamment, c'est l'évidence même, mais également parce que la production documentaire n'a pas suivi. Les brigades vont très tôt s'illustrer dès le mois de novembre dans une bataille qui est très importante d'un point de vue symbolique comme militaire, qui est la défense de Madrid. Puis plus tard, début 1937, lors de la bataille du Jarama, où les républicains essaient de desserrer l'étau sur Madrid. On les fait monter à Teruel par moins 14 degrés. C'est plus de 10 assauts sanglants que vont mener 2 bataillons des brigades internationales dans la neige pour essayer de prendre Teruel. Et jusqu'à l'ultime offensive républicaine sur l'Èbre, où là il s'agit de desserrer l'étau sur la Catalogne, les brigades internationales vont être utilisées comme troupes de choc. Mais au-delà de leur valeur militaire incontestable, les brigades internationales ont aussi un rôle symbolique et politique très fort. Le projet de brigade internationale s'inscrit dans une campagne promotionnelle bien plus large, qui est la solidarité des peuples avec l'Espagne républicaine, la solidarité du Front populaire mondial avec l'Espagne. Au sein de ce projet antifasciste, les brigades internationales donnent corps à cette idée justement d'une solidarité et d'un secours des peuples vers l'Espagne.
La particularité du mouvement de solidarité avec l'Espagne républicaine réside dans le fait que si bien entendu les régions du sud de la France sont particulièrement mobilisées du fait de leur proximité géographique, c'est un mouvement qui vraiment a des répercussions sur l'ensemble du territoire français, jusque dans les régions éloignées du nord, de l'Alsace-Lorraine, etc. Vraiment, toutes les sections du secours populaire participent à l'effort de solidarité avec la République espagnole. De par sa situation géographique, de par son histoire aussi avec une immigration espagnole importante, et de par son activité portuaire, la ville de Marseille est très intéressante à étudier, puisque Marseille est en quelque sorte une porte d'entrée non seulement vers la Méditerranée, mais aussi plus précisément vers l'Espagne. C'est d'ailleurs depuis Marseille que partent plusieurs des bateaux chargés de vivres qui sont envoyés pour l'Espagne. Et le premier bateau part du port de Marseille en octobre 1936, grâce notamment à l'action et au soutien des dockers marseillais de la CGT qui opèrent le chargement gratuitement. Le dépouillement de la presse régionale nous donne un aperçu du foisonnement d'initiatives vraiment qui sont organisées quasiment toutes les semaines dans les différents quartiers de Marseille, avec quasiment donc toutes les semaines l'organisation de réunions publiques, de meetings, de collectes, de bals populaires pour récolter des fonds, de soirées festives, etc., dans lesquelles les femmes jouent en général un rôle de premier plan. Qu'elles soient organisées au sein du secours populaire ou à travers le Comité mondial des femmes, elles sont en première ligne pour collecter dans la rue ou à la sortie des réunions publiques l'obol de la population, et elles organisent même des ateliers de tricotage pour la confection de vêtements qui sont ensuite envoyés en Espagne. Si ce mouvement de solidarité avec l'Espagne donne avant tout l'impression d'un grand mouvement d'engouement populaire pour aider leurs camarades espagnols, le mouvement de solidarité avec l'Espagne est également traversé par des événements beaucoup plus tragiques. Par exemple, lorsqu'un des navires chargés de vivres pour l'Espagne se fait torpiller par un sous-marin italien qui entraîne la destruction du navire et qui provoque la disparition en mer de Marcel Basset, qui est un docker marseillais qui s'était engagé volontairement pour le transport de ce navire. C'est aussi l'exemple d'Agnès Dumay, qui est une ardente militante communiste à Marseille, qui anime notamment le Comité mondial des femmes dans toute la région, et qui passe toute cette période pour organiser la solidarité avec l'Espagne dans toute la région. Elle fait partie d'ailleurs de la délégation qui accompagne le tout premier navire qui part de Marseille en octobre 1936 pour convoyer des vivres en Espagne. Et Agnès Dumay, elle retourne en Espagne 2 ans plus tard, en novembre 1938, pour assister au Congrès national du Secours rouge espagnol, en tant que déléguée du Comité mondial des femmes. Mais ce jour-là, Madrid est bombardé par l'aviation nationaliste, et le Congrès est également la cible des bombardements. Et Agnès Dumay meurt ce jour-là sous les bombes. Donc que ce soit Marcel Basset ou Agnès Dumay, comme on peut l'imaginer, le retour de leurs dépouilles à Marseille est l'occasion de vastes cérémonies funéraires qui associent toute une partie de la population marseillaise. Il fallait doter les brigades internationales d'un grand récit qui puisse à la fois les accompagner, mais également justifier de leur présence en Espagne. Cette nécessité d'introduire un récit, ou plutôt d'écrire en marchant l'histoire des brigades internationales, s'est imposée très rapidement à la direction politique de ces mêmes brigades, et en février 1937, la décision est prise de réunir une documentation dans le projet d'écrire cette histoire. Cette histoire, elle devait être officielle, de façon à être unique, et de pouvoir proposer justement un seul visage, un seul discours auprès de cet objet un peu particulier que furent les brigades internationales en Espagne. Une première version de cette histoire officielle sera produite en octobre 1937, lors du premier anniversaire de la création des Brigades internationales, par une brochure signée d'André Marty. Donc cette brochure d'André Marty s'intitule « Volontaires d'Espagne, 12 mois sublimes » et elle correspond en réalité à un moment où le projet de Brigades internationales évolue considérablement. Cette première histoire, lorsqu'elle est écrite, elle n'est déjà plus réellement en correspondance avec la situation des Brigades internationales.
ne prenons qu'un seul exemple parmi d'autres, majoritairement, les membres des brigades internationales sont désormais, à cette date, des conscrits espagnols et non plus des volontaires étrangers. Il y a déjà une première évolution, et cette première évolution, elle justifie d'autant plus l'écriture d'une histoire des brigades internationales qui permettent justement de pouvoir remettre en avant le caractère international et les éléments saillants que le discours communiste souhaite leur associer. Un peu plus tard, en 1938, la fin 1938, les brigades internationales sont démobilisées. Elles sont démobilisées par décision du gouvernement républicain, qui souhaite par là même faire la démonstration de sa bonne volonté pour permettre le retrait des interventions étrangères en Espagne et obtenir par le biais de ce geste unilatéral le retrait conséquent des corps expéditionnaires italiens et allemands engagés auprès de Franco. Évidemment, Franco ne cédera pas, et quelques mois plus tard, en janvier 1939, c'est d'ailleurs une division italienne qui va rentrer dans Barcelone après la fuite de l'armée républicaine en déroute. L'Espagne républicaine cède en mars 1939, le 1er avril 1939, Franco peut déclarer que la guerre est terminée. Les brigades internationales ont donc été démobilisées depuis plusieurs mois déjà et ne restent dans les camps d'internement français que les étrangers, notamment les vétérans des brigades internationales qui n'ont pas pu rentrer chez eux. Pensons simplement aux Italiens, aux Allemands, mais également aux Polonais qui, entre autres, avaient perdu leur nationalité du fait de leur engagement dans les brigades internationales. Là encore, la nécessité d'une histoire des brigades internationales s'imposait toujours, puisqu'il s'agissait cette fois plus d'un projet actuel, d'un projet certes caduque, mais dont la patrimonialisation, dont l'héritage devait être transmis à ce qui était en train d'émerger, une génération de vétérans, notamment de communistes, mais pas que, un ensemble d'individus, un ensemble transnational d'individus qui avaient partagé cette même expérience en Espagne. Et c'est donc là l'objet d'une deuxième tentative de mise en récit de la geste des brigades internationales. Ce grand projet de patrimonialisation de l'histoire des brigades internationales, confié par le Comintern à André Marty en août 1939, 3 jours après la signature du pacte germano-soviétique, est déjà situé dans un autre domaine, dans un autre contexte que celui qui avait présidé lors de la création des brigades internationales. L'antifascisme tel qu'il pouvait être porté par le Comintern en 1936 lors de la création des brigades internationales n'a évidemment plus rien à voir avec le sens restrictif qu'il prend à l'été 1939 de par la conclusion du pacte germano-soviétique qui, dès lors, vient obérer totalement le projet de rédaction de cette histoire des brigades internationales. À partir d'août 1939, avec le passage de la Seconde Guerre mondiale, l'antifascisme évidemment se transforme, il a évolué, il s'est confondu au sein de la participation des communistes dans les résistances. L'engagement espagnol des brigades internationales est vu désormais comme les prolégomènes de l'engagement communiste au sein de la résistance. Les brigades internationales constituent un argument fallacieux, mais très pratique, pour expliquer que les communistes n'ont jamais désarmé face au fascisme, puisque dès 1936, les volontaires, les communistes notamment, se levaient avant le jour pour partir combattre en Espagne déjà contre un ennemi qui était l'Allemagne hitlérienne. Et c'est par cette redécouverte, pourrait-on dire, des brigades internationales après la Seconde Guerre mondiale que le discours communiste va pouvoir justifier aujourd'hui, post-1945, une continuité du combat antifasciste communiste. Mais il n'y a pas que cela. Il y a également la nécessité, pour les communistes issus des démocraties populaires, de pouvoir faire la démonstration que, même à l'époque de l'Allemagne nazie ou de la Pologne fasciste de l'avant-guerre, il y avait déjà des volontaires qui étaient engagés dans une démarche antifasciste. Ces mêmes volontaires qui constituent des associations de vétérans se constituent comme une forme de mémoire nationale et participent à la reconstruction d'un roman national socialisé, d'histoire immédiate, mais qui vient justifier et valider finalement les cadres de ces démocraties populaires.
Sauf que ce projet d'écriture du volontariat international au sein des brigades internationales n'est plus le même. La façon dont on va écrire la participation des volontaires polonais et ensuite la façon dont l'État polonais va encenser cette participation, va officialiser, va imbriquer l'histoire nationale de la Pologne, République populaire, avec celle des vétérans de l'Espagne, n'a évidemment rien à voir avec, à la même époque, les vétérans américains poursuivis pour activités communistes, justement. On est juste avant la grande vague du macartisme, mais n'a rien à voir également avec la façon dont les communistes italiens vont fondre eux aussi l'histoire des brigades internationales. La brigade Garibaldi en Espagne vient rejoindre les brigades Garibaldi de la résistance italienne. En France, l'histoire des brigades internationales vient elle aussi subjuguer, donner du corps, donner de la profondeur. Les brigades internationales interviennent dans le discours apologétique de la résistance communiste en France, notamment dans le cadre de l'engagement des communistes au sein des FTPF, des communistes français comme immigrés. C'est le moment où on rappellera dans l'après-guerre à quel point, au sein par exemple du groupe Manoukian, la fiche rouge, du nombre d'anciens volontaires des brigades internationales, notamment. André Marty, en France, continue à la Libération son travail d'élaboration d'une histoire officielle des brigades internationales. Évidemment, dans un cadre tout à fait réévalué. Tout ce qui y avait été rédigé jusque-là est difficilement réutilisable. C'est une des raisons pour laquelle il sera décidé de produire de nouveaux matériaux. Et la manifestation la plus aboutie de cette réévaluation, de cette réécriture des brigades internationales, elle se fait non plus autour d'un récit manuscrit, mais autour d'un récit cinématographique. C'est le film Levé avant le jour, sorti en 1947, mais qui n'obtient pas son visa d'exploitation. Les cendres attendent que s'achève la défaite d'Hitler par la libération de Madrid. Et pourtant, ils ont pris les armes quand d'autres tergiversaient. Et pourtant, leur seul tort fut d'avoir raison les premiers. Est-il jamais trop tôt pour défendre sa patrie et la liberté? Ceux-là se sont levés avant le jour. Le film Levé avant le jour correspond à un projet personnel d'André Marty qui y a un intérêt tout à fait singulier. André Marty a passé la Seconde Guerre mondiale en URSS, il n'est pas auréolé d'une participation à la résistance, certes à partir de 1943 il est en Algérie, il participe au gouvernement provisoire, mais il ne peut pas être associé à la dimension héroïque de la résistance. C'est donc en Espagne qu'André Marty vient, au travers des brigades internationales, réaffirmer sa position au sein du Parti communiste français. Une position qui est de plus en plus mise à mal par Maurice Thorez, son principal rival, et André Marty ne peut compter que sur sa situation d'ex-dirigeant des brigades internationales et sa figure d'internationaliste pour s'imposer auprès de son adversaire. Mais les Français tombés dans les batailles d'Espagne sont ignorés du gouvernement. André Marty proposa que la mention « Mort pour la France » soit accordée aux disparus. Le gouvernement refusa. Les orphelins de ceux qui les premiers moururent pour la France ne sont pas pupilles de la nation. Et les blessés, ils vous côtoient chaque jour. Ils n'ont ni pension, ni droit. Chaque mois, voilà un d'eux mourir dans la misère. Le film Levé avant le jour, qui est donc une production entièrement dirigée par le Parti communiste, d'ailleurs aujourd'hui encore conservée par la cinémathèque du parti, Ciné-Archives, que l'on peut consulter encore aujourd'hui, est un film qui est bien de son époque. L'Espagne est présentée par ellipse au sein du film. Le film commence sur la libération de Paris, pour revenir vers l'Espagne et expliquer comment la résistance française et la résistance communiste notamment puisaient déjà ses racines dans l'engagement antifasciste en Espagne. Et c'est par ces ellipses et par cette mise en avant d'André Marty au sein du film, il a d'ailleurs participé directement soit à l'écriture complète du film, soit on a corrigé le propos, le script. Levé avant le jour précise dès les premières images que le texte a été rédigé par
des vétérans d'Espagne. Ce texte a très probablement été soit rédigé en partie, soit corrigé pour beaucoup. Cette documentation nous permet de voir à quel point André Marty s'est investi dans ce projet qui correspond à son écriture personnelle, sa vision des brigades internationales. Non pas la vision que André Marty pouvait en avoir au moment même de la guerre d'Espagne, mais celle qui était nécessaire d'imposer et de faire partager en 1947. L'après-guerre correspond, on le sait, à une période difficile pour le mouvement communiste international. Elle correspond à un paroxysme du stalinisme et à une vague d'épuration qui va, dans les républiques populaires, toucher notamment beaucoup d'anciens des brigades internationales. On le sait en Tchécoslovaquie, le fameux procès Slansky, mais c'est également le cas en Yougoslavie et dans d'autres pays également. Les vétérans sont mis à contribution de cette stalinisation de l'histoire des brigades internationales, doivent accompagner les sanctions qui tombent, doivent flétrir ces grands noms des brigades internationales, yougoslaves ou autres. Et c'est donc des pans entiers de l'histoire des brigades internationales qui sont réévalués, réécrits ou tout à fait escamotés. Le principal escamotage de l'histoire des brigades internationales, il touche son dirigeant, André Marty, qui est lui-même la victime d'un petit procès de Moscou, en France évidemment, on le sait, il est évacué du Parti communiste par Maurice Thorez, et là on atteint une forme d'acmé dans l'écriture de l'histoire des brigades internationales, puisqu'il s'agira désormais de parler des brigades internationales sans plus jamais parler de leur dirigeant André Marty. La période des années 50 correspond à l'apparition également de menaces sur le récit. De menaces parce que sont écrites, à défaut d'histoires officielles portées par le mouvement communiste international, se publient d'autres histoires des brigades internationales, ou du moins de l'intervention communiste internationale en Espagne. Et là, le danger, évidemment, est de voir se solidifier, se sédimenter une histoire tout à fait contraire aux intérêts communistes et aux intérêts soviétiques, poursuivie à travers la mémoire de la guerre d'Espagne et des brigades internationales en partie. Il y a donc une nécessité, à la fin des années 50, d'intervenir, et on revient sur ces projets, ces différents projets, toujours remis à jour, toujours décalés d'écriture d'une histoire officielle. À partir de la mort de Joseph Staline en 1953 et la déstalinisation qui suit, le fameux rapport Khrouchtchev de 1956, permet de pouvoir revenir sur ce projet d'une écriture officielle. Sauf qu'il n'y a pas de rédacteur disponible et qu'il faut trouver un texte rapidement. C'est Luigi Longo, qui est devenu un membre éminent, important du communisme italien. Et évidemment, le communisme italien, à ce moment-là, a une importance singulière au sein de la nouvelle galaxie de l'eurocommunisme. C'est donc le manuscrit de Luigi Longo qui est retenu et qui sera publié donc avec autorisation, naturellement, de Moscou. Ce texte paraît en 1956 en italien, il porte le nom très sobre de Les Brigades internationales, et il est très étonnant parce qu'il s'agit d'un texte tronqué. Les brigades internationales sont certes traitées, mais ça s'arrête à la bataille de Brunette, grosso modo, c'est-à-dire à l'été 1937, très peu, ensuite sur la deuxième partie, la deuxième époque des brigades internationales. Pourquoi ? Eh bien, il s'avère que Luigi Longo devait être un des deux rédacteurs de l'histoire officielle des brigades internationales, tel que cela avait été prévu en 1939. André Marty étant à l'époque chargé d'écrire la seconde partie. Luigi Longo avait rédigé son manuscrit en 1939 et, bon élève, avait d'ailleurs confié son manuscrit à Moscou, au Comintern. Cette histoire, Les Brigades internationales, publiée par Luigi Longo en Italie en 1956, qui multipliera les éditions en langue étrangère à partir de 1957, sera suivie en France d'un autre projet un peu différent qui s'appelle Épopée d'Espagne, et qui est porté par l'association des anciens volontaires, l'AVER, qui elle aussi profite très probablement de cette liberté éditoriale offerte par la déstalinisation pour proposer
une histoire officielle, française, pourrait-on dire, francophone, des brigades internationales. Une collection de témoignages prélevés auprès des vétérans. Par rapport à la version de 1957, l'historien peut apprécier les grandes différences dans à la fois le récit, mais également les éléments qui ont été supprimés ou rajoutés. Encore une fois, on n'écrit pas la même histoire des brigades internationales en 1937-1939 et en 1956. Ces deux ouvrages, ces deux tentatives d'une histoire officielle des brigades internationales, officielle dans sa dimension communiste, forment le socle de la plupart des publications postérieures sur les brigades internationales. C'est à partir de ces deux récits fondateurs, pourrait-on dire, que la bibliographie des brigades internationales modernes repose. Dit autrement, lorsque les historiens des années 60 vont s'emparer des brigades internationales pour en faire non plus véritablement un sujet polémique, mais un sujet historique, c'est notamment sur la base de ces deux histoires officielles, de ces deux ouvrages, publiés avec l'accord de la direction communiste, que l'historiographie contemporaine s'établira. Il n'empêche qu'il y eut bien une forme de conclusion qui ne portera pas exactement sur les brigades internationales, mais sur la guerre d'Espagne en général. C'est l'œuvre monumentale qui s'appelle Guerre et Révolution en Espagne, production en plusieurs volumes, qui dans les années 70 portera véritablement la vision, la version officielle communiste de la guerre d'Espagne, dans laquelle d'ailleurs les brigades internationales occupent une place plutôt secondaire. Le rôle des historiens est aujourd'hui double. De s'emparer d'une part des brigades internationales comme un objet d'histoire sur lequel on peut, après de 80 ans de distance, pouvoir revenir en s'appuyant sur une documentation extrêmement riche, d'autant plus riche que les archives ont été congelées, pourrait-on dire, pendant très longtemps au sein des archives du Comintern à Moscou et qu'elles sont aujourd'hui disponibles pour la recherche. On s'aperçoit d'ailleurs qu'elles permettent de pouvoir réévaluer tant l'historiographie des brigades internationales, mais également le rôle et les objectifs poursuivis par le mouvement communiste en son sein. Aujourd'hui, le Secours populaire considère que son histoire débute en 1945, à la Libération, avec la reconstitution du Secours populaire après l'occupation. Il ne garde de la période de l'entre-deux-guerres que la solidarité avec l'Espagne républicaine. On a aujourd'hui, ce qui est resté dans les mémoires populaires, l'image de 1936 du Front populaire et des premières colonies de vacances mises en place notamment par le Secours populaire, qui d'ailleurs accueille des petits Espagnols dans certaines de ces colonies de vacances. Donc ça c'est l'image qui s'est construite, qui est en partie juste. Mais on a souvent tendance à oublier la conflictualité de la période et le fait que l'action du Secours populaire à ce moment-là s'intègre vraiment dans un combat politique contre le fascisme. Et donc il ne faut pas oublier déjà d'où vient le Secours populaire avec cette longue tradition de lutte contre la répression de classe dont les militants sont avant tout des militants du Parti communiste et qui, même s'il se transforme en 1936 et devient le Secours populaire, reste une action dominée avant tout par un combat politique fort contre le fascisme et contre la guerre. Il serait faux de réduire l'action du Secours populaire durant la guerre d'Espagne à une simple action humanitaire, dans le sens où l'humanitaire consiste à mener des actions de solidarité sans aucune logique ou arrière-pensée politique ou partisane. Le Secours populaire est, à ce moment-là, une organisation toujours intégrée dans ce qu'on appelle le conglomérat communiste. C'est une organisation qui a été profondément renouvelée, qui est ouverte aussi politiquement, mais qui reste une organisation dont l'activité s'insère dans une lutte concrète, politique, contre le fascisme. Il est important de souligner une certaine forme d'autonomisation du Secours populaire à partir de 1936, autonomisation vis-à-vis du Parti communiste, mais aussi de son organisation internationale de rattachement, c'est-à-dire vis-à-vis du Secours rouge international. Avec cette ligne de Front populaire,
Les sections nationales du Secours Rouge, qui devient le Secours populaire en France, disposent d'une marge d'autonomie beaucoup plus importante, ce qui explique par exemple déjà rien que le fait que le Secours Rouge change de nom et devient Secours populaire, alors que l'organisation internationale de leur attachement reste le Secours Rouge international. Il y a des tentatives à ce moment-là du Secours populaire de tenter de constituer ce qu'il appelle un Secours populaire mondial. Donc on passerait du Secours Rouge international au Secours populaire mondial. Les dirigeants du Secours populaire en France ont dans l'idée d'appliquer la transformation qu'ils ont mis en place au niveau de la France au niveau international. Le fait que les sections nationales aient une autonomie de plus en plus importante, la pression et le contrôle exercé par la direction internationale du Secours Rouge est moins importante, laisse plus de marge de manœuvre, ce qui explique ces tentatives du Secours populaire. Et étant donné aussi qu'on est dans une ligne politique défendue par l'internationale communiste, qui est la ligne de Front populaire, antifasciste, et une ligne d'ouverture, la France apparaît comme un laboratoire pour cette politique. Donc aussi bien le Parti communiste français que le Secours populaire sont présentés en modèle, sont érigés en modèle, ce qui explique que potentiellement au niveau international, il n'y a peut-être pas trop eu de résistance, même si l'arrivée de la guerre en septembre 1939, la guerre et l'interdiction des organisations communistes dont le Secours populaire mettent fin à ces tentatives. Los cuatro generales, los cuatro generales, mamita mia, che si hanno fado, Para la noche buena, para la noche buena, para la noche buena, mamita mia, serán arcados, Madrid, que bien resistes, Madrid, que bien resistes, Madrid, que bien resistes, mamita mía, los bombardeos, los bombardeos. Los cuatro generales, los cuatro generales, los cuatro generales, mamita mía, que se han afado, que se han afado. Viva la 15 brigada, rumbada, rumba, rumbada. Viva la 15 brigada, rumbada, rumba, rumbada. Que sea cubierto de gloria, ay Manuela, ay Manuela. Que sea cubierto de gloria, ay Manuela, ay Manuela. Luchamos contra los moros, rumbala, rumba, rumbala. Luchamos contra los moros, rumbala, rumba, rumbala. Mercenarios y fascistas, ay Manuela, ay Manuela. Mercenarios y fascistas, ay Manuela, ay Manuela. Solo es nuestro deseo, rumbala, rumba, rumbala. Solo es nuestro deseo, rumbala, rumba, rumbala. Acabar con el fascismo, ay Manuela, ay Manuela. Acabar con el fascismo, ay Manuela, ay Manuela.